Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Aujourd'hui, j'ai la grande chance de vous présenter Xavier Tuisa, sommelier au palmarès incroyable, travaillant dans les plus beaux restaurants, Bernard Loiseau, Pierre Gagnère, pour ne citer que, et les plus grands palaces, comme le Peninsula rue Kléber, et l'hôtel de Crillon, dans lequel il exerce actuellement. Xavier a la gentillesse de nous ouvrir les coulisses de son métier avec beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'humilité et bien sûr d'expertise. Il nous apprend que la curiosité est une des plus grandes qualités des sommeliers. Alors curiosité, ça il n'en manque pas, puisqu'en plus du vin, il s'intéresse à un tout autre univers qui est celui du saké, célèbre alcool japonais. Et depuis plusieurs années, il organise le concours Cura Master, ayant pour objectif de faire découvrir cet alcool aux sommeliers français, mais aussi bien sûr de récompenser les meilleurs sakés chaque année. Xavier, merci 1000 fois de nous avoir autant partagé de choses jusqu'aux ficelles les plus secrètes de ton métier. Pendant cette interview, j'avoue, on a humé la bonne odeur de cave et on a senti le tanin sur notre palais. Allez, bonne dégustation et surtout bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous inviter à découvrir un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le compte Instagram. Allez, c'est parti! Bonjour Xavier. Bonjour Julie. Pour la petite anecdote, sachez que nous sommes en duplex du Japon où Xavier se trouve en ce moment. Alors tu me permets de voyager par procuration, donc c'est très très chouette, merci à toi. Et puis je sens aussi qu'on va aussi voyager, faire voyager nos sensations et nos papilles, parce que quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, j'avoue que tu m'as très vite embarqué dans ton univers et donné l'envie de te poser un milliard de questions, donc tiens-toi prêt parce que j'ai un sacré listing. Et vous qui nous écoutez, je vous propose de vous installer dans votre canapé sous un plaid avec un bon verre de la boisson que vous préférez, que vous pourrez déguster tranquillement et laissez-vous surtout emporter avec moi. Xavier, merci beaucoup de nous consacrer de ton temps pour nous présenter ton métier de chef sommelier qui fait bien rêver. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'avais posé une question plus personnelle. Je t'avais demandé de réfléchir à un livre, une œuvre artistique, un lieu qui te plaît et que tu souhaiterais partager avec nous. Oui Julie, merci pour la question. Elle est passionnante, pertinente parce que j'ai un bac littéraire dans mes bagages, donc forcément ça a bien éveillé ma curiosité. Moi, ce serait plutôt un livre qui est un monument de la littérature française. Peut-être que tout le monde ne l'a pas lu, en tout cas, je le recommande vivement. C'est Le Livre et l'Homme, en fait, que je préconise. Ce livre s'appelle Le Voyage au bout de la nuit. L'auteur, c'est Céline, un auteur qui est disparu depuis plus de 50 ans maintenant. Et en fait, pourquoi lui Parce que il est l'un des plus grands de l'histoire de la littérature, un génie. Alors après, c'est toujours facile d'utiliser ce mot de génie, mais lui, il l'est vraiment au sens propre, parce qu'avant lui et après lui, c'était pas la même chose. En réalité, cet auteur a lancé le langage parlé en littérature. C'est-à-dire que il pensait que toute l'émotion qu'il y avait en lui ou dans l'écrivain allait littéralement s'évanouir sous la plume et que l'émotion ne passerait plus. Et en fait, lui, c'était le premier à restituer cette oralité dans le texte. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et il y a des passages dans Voyage au bout de la nuit qui sont absolument épiques et géniales. Lisez-le parce que vraiment, alors, l'homme fait énormément de débats, il peut être détestable, bien sûr qu'il peut l'être, par son passé, ses propos, etc.
la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires avec Céline. Néanmoins, l'écrivain est génialissime. Donc je vous recommande vraiment de lire ce chef-d'œuvre, vraiment en lettres majuscules, hein, de la littérature française. J'imagine que tu connais Fabrice Lucchini. Est-ce que tu as déjà vu des spectacles de Fabrice Lucchini ou pas? Non, jamais. Je l'ai servi à plusieurs reprises, mais je sais qu'il aime bien aussi. Oui. Moi, en fait, j'avais fait un mémoire sur Céline quand j'étais au lycée, en fait, mais bien avant que je connaisse Lucchini. Et effectivement, ouais, c'est quelqu'un qu'il admire beaucoup, je crois. Oui, et il a pu faire des spectacles où il lisait les extraits de Céline, justement. Ouais, ah ben, il faut que j'aille le voir. Et ce que tu dis sur l'oralité, etc., je pense que ça convient bien aussi à Lucchini, qui adore clamer. Oui, oui, c'est vrai que ça correspond au personnage, ouais, ouais, qui en plus qui a un sens de l'expression magnifique. Et oui, je pense qu'il doit bien restituer, mais ça m'étonne pas qu'il l'aime également parce que bah, tout le monde est assez unanime hein, dans le monde littéraire. Sauf que aujourd'hui, on peut pas en parler, on peut pas dire qu'on aime Céline. Hein. Il y a beaucoup de ministres de la culture qui l'ont écarté des commémorations. Voilà, c'est un personnage qui fait tabou, mais après tout. Bon, bah super, dis donc, quelle introduction. Ok, alors merci en tout cas. Pour la deuxième question, je t'avais demandé si tu avais une anecdote sur ton métier, quelque chose d'insolite, de drôle, d'émouvant, enfin qui t'a marqué et que Oui, tu voudrais partager. Alors j'imagine, hein, mais... il y en a des centaines et j'exagère pas, plusieurs centaines même parce que tous les soirs, potentiellement, on a une histoire cocasse qui peut nous arriver. Mais je pense que la plus belle, elle est avec un homme politique décédé, très aimé des Français. Donc c'est pour ça que je peux la raconter maintenant puisqu'il est parti. C'est Jacques Chirac. Nous sommes à l'hôtel Meurice, nous sommes en 2007, précisément 3 mois après la victoire de Nicolas Sarkozy, et donc Jacques Chirac quitte l'Élysée. Jacques Chirac quitte l'Élysée et va donc passer quelques jours chez nous au Meurice pour visiblement décompresser avec Bernadette évidemment. Et donc un soir, il arrive au restaurant gastronomique où j'officie en tant que sommelier. J'étais pas chef sommelier, hein, j'étais numéro 3 de la brigade de sommelier. Et donc mon chef sommelier me fait à l'époque un cadeau suprême, il dit va prendre la commande d'apéritif. Ça c'est magnifique, hein, Jacques Chirac en plus. Quel cadeau, quoi. Ah ouais, c'est fabuleux, je le remercie encore. En plus récemment président, hein, parce qu'il avait quitté 3 mois avant. Et donc Bernadette prend un verre de Margaux, de Château Brun de Cantenac en Margaux 2001, et lui, et là c'est magnifique, il dit donnez-moi la carte des cocktails. Je lui dis très bien, monsieur le président, je cherche la carte des cocktails, je lui donne. Et là, à la seconde où je donne la carte, Bernadette lui dit Jacques, parce qu'il se vous voit, hein, Jacques, je vous rappelle que vous ne devez pas prendre autre chose que du rhum. Parce que le rhum est la seule AOC française en spiritueux, en réalité. Et donc on ne peut pas faire autre chose parce qu'il se Donc, devait de représenter bah, l'alcool français, c'est oui, ça? le pays, voilà. Et en tout cas, Bernadette, il veillait au grain, hein, c'est ce qu'elle veut dire, parce que pas de vodka, pas de gin, pas tous ces alcools, en fait, autres, et donc elle voulait vraiment qu'il soit un spiritueux français, en tout cas. Et très bien, très bien. Et donc là, il choisit, je viens le voir au bout de 3 minutes, et donc en fait, j'étais de son côté, j'étais pas entre les deux, hein, j'étais de son côté de la table. Donc Bernadette était vraiment de l'autre côté de la table par rapport à moi. Il y avait Bernadette, le président et moi. Et donc il me montre la carte de mon côté, bien caché par Bernadette. Il me dit je voudrais ça, là, le Singapour Sling, avec son accent, hein, avec sa voix en fait. Et là je lui dis très bien, monsieur le président. Alors bien sûr, dans le Singapour Sling, il y a tout sauf du rhum. Et je prends la carte, et là, Bernadette me pose la question, jeune homme, dites-moi, est-ce qu'il n'y a bien que du rhum dans ce cocktail? Et là, je suis bloqué. Oh non. Et Oh, le dilemme, le dilemme. ah oui, mais il se passe, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir longtemps parce qu'il se passe peut-être 1 seconde et demie. Le président m'interrompt parce qu'il sent que je vais répondre. Il m'interrompt et il dit Bernadette, naturellement, c'est un Singapour Sling.
par conséquent, il n'y a que du rhum. Elle connaît pas la recette des cocktails. Et puis, il se retourne vers moi, puis il dit, n'est-ce pas? Et moi, je dis, oui, monsieur le président, évidemment. Et je m'en vais. Il a dû sentir à ton C'est regard que magnifique. t'allais être honnête. Il s'est dit, oh là là, faut que je prenne les devants, Ah faut que oui, je le coince. il m'a regardé, il m'a dit, t'as bien compris ce que je veux que tu dises. Et donc, oui, effectivement, puis quand il se retourne, puis il me dit, naturellement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Oui, et évidemment que t'allais pas le contredire. Impossible. C'est impossible, impossible. Et il le savait. Et c'est aussi tout son talent, parce que c'est ça les hommes politiques, en fait. Ils manient la langue, ils monopolisent la parole, la place. Ils sont forts. Et lui était très fort en plus. C'était vraiment un grand, grand talent. Donc voilà, c'était très sympa. Et du coup, elle goûte pas, parce qu'évidemment, donc ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Mais c'était drôle. Tu as eu des gouttes de C'était drôle. sueur pendant tout l'apéritif en te disant pourvu qu'elle redemande pas la carte pour vérifier, c'est ça? C'est, ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un cas d'école. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on dit la vérité? Alors, Jacques Chirac ou pas? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on est au sens du client? Qui commande? C'est complexe, hein? Bon bah super, c'est une belle entrée en matière hein, pour décrire ton métier. Alors avant de rentrer justement dans le concret de ton métier et toutes les activités que tu peux avoir à mener, moi j'aime bien commencer par le parcours. Savoir comment tu as découvert le monde du vin, comment tu as découvert le Ouais. métier, quelle étude tu as faite? Alors, j'ai une première spécificité, c'est que je n'ai pas le diplôme de sommelier. Ça, c'est quand même Ah incroyable. bah oui. Donc, c'est vrai qu'on peut penser qu'il est obligatoire, mais je vais vous raconter à tous en détail pourquoi. En réalité, donc je passe mon bac littéraire et ensuite je pars sur un BTS marketing du vin parce que j'habite à Beaune à ce moment-là. Beaune en Bourgogne, on est au cœur du vignoble et, euh, et c'est vrai que tous mes voisins sont vignerons parce que j'habite à Pomard à l'époque Oh, ça va. et, Belle adresse. et ouais, c'est vrai. Et mon premier rêve c'était d'être journaliste, donc d'où le bac littéraire. Et je fais la rencontre d'un homme en fait qui s'appelle Vincent Girardin, qui est mon parrain spirituel dans le monde du vin, qui est toujours là. Et, euh, et bon bah là je suis convaincu. Malgré que je sois né non pas en Bourgogne, mais à Saint-Yor, ce qui est quand même le comble. Je suis né à côté de Vichy à Saint-Yor, donc ça s'invente pas. Mais et il m'a dit écoute, tu devrais être dans le monde du vin parce que c'est vrai qu'on faisait des sorties en VTT, m'expliquer toutes les vignes, les parcelles qui appartiennent à chaque vigneron, les subtilités entre chacune d'entre elles. Donc oui, ça m'intriguait. Donc je décide de postuler dans une école de sommellerie. Et pas de chance, en fait, après ce BTS, je me rends compte que pour faire une mention complémentaire sommellerie, parce que c'est le diplôme exact de sommelier en France, il faut d'abord faire un diplôme hôtelier. Et donc la mention, comme son nom l'indique, complète ce diplôme hôtelier. Donc effectivement, moi j'ai pas de diplôme hôtelier, j'ai pas de bac hôtelier, rien du tout, parce que j'ai un bac littéraire, un BTS commerce. Et en fait, il y a une seule école en France qui autorise chaque année un élève à prendre le cursus en cours. C'est l'école de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme. Donc je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que j'aille faire les sélections là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent un élève chaque année? Ça, j'en sais rien du tout. Mais Tain, c'est un petit peu entre guillemets le Harvard de la sommellerie parce que c'est la seule école qui se fait en 2 ans. La première année, on passe le diplôme de sommelier classique, et la deuxième année, on fait un mémoire sur le sujet qu'on choisit, plus un stage, et ça, c'est la certification de l'école de Tain. C'est ça le vrai sésame en fait. C'est pour ça qu'on va faire l'école de Tain. C'est pas la première année qui est le diplôme national, c'est la deuxième année, la fin du cursus de Tain-l'Hermitage, avec un diplôme bleu, blanc, rouge magnifique de l'école de Tain qui est très réputée. Donc c'est ça que j'étais chercher moi. D'accord. Ce qui m'a donné ensuite un passeport bien sûr pour le reste. Donc j'intègre cette école, je suis sélectionné en fin de première année pour faire le concours du meilleur élève sommelier de France. Donc en fait c'est un élève par région administrative. Donc à l'époque il y avait 22 régions, donc ça faisait 22 élèves en demi, puis 6 en finale, et la finale en public. Et j'ai fait deuxième de ce concours. Waouh. Et ensuite j'ai été embauché chez Bernard Loiseau à Saulieu.
Lieu mythique pour démarrer, dis donc. Lieu, lieu mythique, 3 étoiles guide Michelin, et ouais, c'est de la vraie tradition française, ces cuisines, c'était merveilleux. Je rentre par la grande porte en stage, donc j'étais hyper content en première année. En deuxième année, je suis en stage au Meurice, et donc à la fin de mon cursus, à l'école, donc je suis rappelé par Bernard Loiseau pour faire la saison d'été. Et ensuite, à la fin de la saison d'été, le Meurice m'a rappelé en septembre pour remonter à Paris. Donc moi, j'étais pas vraiment parisien, mais j'avais un souhait de travailler à Paris parce que j'ai toujours considéré que cette ville allait m'apporter beaucoup, que j'allais être au contact des meilleurs et que j'allais rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de vignerons à Paris. Il se passe beaucoup de choses. C'est le point névralgique du métier là, à Paris. Donc, moi, j'arrive dans ce palace que je connaissais parce que j'ai déjà été stagiaire à l'école. Mais là, je suis employé, c'est pas la même chose. Même commis sommelier, on a une vraie responsabilité. Moi, je nettoyais le derrière des bouteilles pour pas qu'elles fassent de la condensation sur des supports en argent en salle. C'est le détail, mais parce que si on pose une bouteille qui n'est pas bien lavée, en fait, quand la bouteille sort du frigo et qu'elle commence à perler, les gouttes d'eau sur le socle collent. Donc, quand on prend la bouteille, hop, ça fait tomber le socle, ça fait un bruit d'enfer sur le marbre. Donc, euh, donc du coup, j'étais préposé à ça, je nettoyais les offices, je passais le balai, enfin, j'étais vraiment au service de l'équipe en fait. C'est un poste commis sommelier qui est très frustrant parce qu'en fait, on fait tout, on met tout en place, on descend en cave, on remonte les bouteilles pour les sommeliers, mais en fait, on rentre pas en salle. Mhm. On s'arrête en fait à la salle, nous, nos offices. Et donc après le Meurice, je suis resté quand même 5 ans au Meurice, où j'ai évolué en tant que sommelier jusqu'au poste de numéro 3. Et après, assistant chef sommelier chez Pierre Gagnère, Waouh. à Paris. Là aussi, 3 étoiles. Mhm. Je reste... Et donc là, je repasse aussi 5 ans chez Pierre Gagnère. Merveilleux. Un chef exceptionnel, surtout un homme humain, très proche des équipes. Le premier mot, c'est comment allez-vous euh, Un peu un père de famille, je dirais, ce Gagnère. Et surtout un talent inouï. Mais vraiment inouï. Ouais, c'est un homme extraordinaire. Aujourd'hui, il a 70 ans, il est de 50, avril 50. Et ouais, c'est son œuvre, parce que c'est plus que ça, c'est plus qu'une carte d'aimer, c'est une œuvre. Son œuvre est colossale. Et en fait, il m'a forcé, sans qu'il le sache, d'ailleurs je l'ai jamais dit, mais il m'a forcé à désapprendre mon métier, parce qu'il faut savoir qu'un plat de gagnère, vous commandez l'agneau, mais dans l'agneau, il y a un granita Riesling, il y a des gambas, enfin, il y a de l'huître. C'est complètement fou, Gagnère. C'est ça tout son grand talent. Et en fait, l'accord mets et vin est impossible parce que ça part dans tous les sens. Ça a du sens une fois que tout est en bouche, mais en termes d'alliance avec des vins, c'est complètement impossible. Donc en fait, c'est là où j'ai compris qu'il fallait séparer les deux plaisirs distincts avec le chef. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu progresser aussi à son contact. Et puis au bout de 5 ans, il y a une compagnie asiatique qui ouvre à Paris, le Peninsula. Et donc ce palace était à la recherche de son chef sommelier pour créer la carte des vins. Et moi j'avais 28 ans à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, c'est pas pour moi. J'ai vu l'annonce, mais j'y suis pas allé. Et, euh, et puis en fait, c'est un agent de vin parce que le directeur de la restauration et la directrice des ressources humaines ont fait appel à un chasseur de tête, ou en tout cas ont interrogé des pros du vin, surtout, dans Paris, des agents de vignerons, etc., pour dire, écoutez, on cherche, trouvez-nous quelqu'un. Donc en fait, moi j'étais le numéro 28, je m'en rappelle. C'est le premier mot que mon directeur de la restauration m'a dit. Il dit, vous êtes le 28e entretien que j'ai. Beaucoup de gens voulaient travailler dans cet hôtel. Là, c'est majestueux. Quand on passe devant un film Kléber, c'est waouh, c'est impressionnant. Oui. Et donc moi j'y vais parce qu'en fait c'est un agent de vigneron assez connu, Philippe Maire, donne mon nom comme ça en disant voilà lui bon je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc je reçois un coup de téléphone et je dis non je vais pas y aller, qu'est-ce que je fais là-bas, j'ai pas
j'ai pas j'ai jamais appris ce métier. En plus, c'est tout en anglais parce que c'est un palace chinois. Bah, je dis oui, je vais venir quand même pour vous faire plaisir, pour pas dire non en fait. Et, du coup, j'étais pris. Donc, et puis voilà, ça s'est bien passé j'avais pas de pression particulière. Oui, justement, comment tu as réussi à ne pas te mettre trop de pression et à te paralyser? Parce qu'en fait, j'ai considéré ça comme un jeu en fait. J'avais des yeux d'enfant quand j'étais dans cet hôtel et ça m'amusait en fait. Plus qu'autre chose, ça m'amusait vraiment de créer cette carte des dents. Et, j'avais un énorme jouet entre les mains qui pouvait parfois donner un peu le vertige parce que c'est vrai que c'est quand on voit qu'après il faut répondre de tous ces achats à un directeur financier à Hong Kong, il faut faire des tableaux, etc. Donc ça, j'ai appris tout ça. Mais oui, c'est vraiment un jeu. J'avais pas conscience du tout de l'enjeu en fait. Moi, c'était vraiment, je m'amusais. Hein. Moi, la pression, j'ai rarement. Enfin, si, on me la mettait, mais c'est, j'étais pas du tout à ça. J'étais à 10 000 km au-dessus. Hein. J'étais vraiment en train de m'amuser. Quoi. C'était ça mon idée. J'appelais les vignerons, je composais ma carte de zéro. C'était génial. C'était génial. Ok, ok. Bon, on va reparler justement de cette période-là parce que la création d'une carte, je crois que c'est vraiment des moments très fabuleux dans votre métier. Donc tu es resté quelques années, je crois, c'est ça, au Je suis Peninsula? resté, ouais, un peu plus de 3 ans au Peninsula. Et ensuite, le Crayon réouvre ses portes. Le Crayon, c'est fascinant parce que c'est la Concorde. Donc, ils m'ont contacté parce que j'étais le dernier sommelier sur Paris à avoir créé une carte de zéro dans un palace. J'étais jeune, moi j'avais 31 ans maintenant, enfin à l'époque, et le Crayon m'a dit bon, si vous voulez faire des entretiens, pourquoi pas. Il y a d'autres mondes sur le dossier, mais et bon, j'y suis allé aussi parce que bon, on ne va pas les raccrocher au nez du Crayon quand même. C'est un endroit mythique, mais j'étais quand même attaché à ma carte parce que je considérais que c'était aussi au Peninsula mon bébé, donc je voulais pas le lâcher comme ça. Et le projet était fou au Crayon, mais complètement fou. Euh, il y avait un budget colossal pour le vin, une place énorme, et ça m'a permis aussi de passer un cap sur plein d'autres choses, dans mon management, dans plein de choses. J'ai dû à nouveau recruter mon équipe, mais la moitié du Peninsula m'a suivi forcément. J'ai des fidèles lieutenants, et en fait c'est que des rapports humains hein, dans ce métier. Et donc voilà, me voilà reparti pour une réouverture encore du Crayon. Là, je fais rebelote, mais cette fois-ci pour le Crayon. Et là, ça fait 4 ans que ça dure. J'ai une petite question, Xavier, sur... tu parles beaucoup de l'aventure des palaces. Justement, qu'est-ce que ça apporte de travailler particulièrement dans un palace? En quoi ça enrichit ton métier? Qu'est-ce que ça te permet de faire que tu ne pourrais pas faire dans d'autres endroits? Ça nous met au contact d'une clientèle beaucoup plus difficile, dans le sens où elle est moins compréhensive que dans un restaurant. Par exemple, on va chez l'Oiseau hein, ou chez Gagnère. C'est des épicuriens qui viennent. Ce sont des gens qui adorent la table. Euh, et si il y a une petite faute ou quelque chose, on ne sait pas répondre à la question du client ou autre, ça va. Ça va parce que c'est des clients qui adorent la vie et la table et le produit. Donc c'est des gens gentils, entre guillemets. Hmm. Les palaces, c'est pas tout à fait la même chose. On est confronté à une clientèle beaucoup plus rude. Il y a des épicuriens, il y en a beaucoup, hein. Ils sont pas tous rudes, hein, évidemment. Mais il y a une clientèle qui est plus pointue. Il y a la Fashion Week à Paris, donc ça draine tout le monde de la mode. C'est des gens qui détestent attendre, c'est des gens qui ont un niveau d'exigence très haut, qui sont un peu perchés parfois, hein. C'est le monde de la mode. Mais en tout cas, ça, il y a une exigence qui est beaucoup plus haute. Et c'est vraiment l'excellence à la française, parce qu'aussi on est une vitrine, c'est pas l'as parisien, de l'excellence à la française. Et, et on a moins le droit à l'erreur, en fait. Et donc déjà, sur ce point-là. Deuxième point, c'est les palaces ont beaucoup de moyens, parce que souvent gérés par des grandes fortunes mondiales. Donc ça nous permet aussi de pratiquer notre métier beaucoup plus sereinement, tant au niveau humain que matériel. Ça c'est important, c'est un vrai luxe. Et puis voilà, moi mon but ça a toujours été de dépoussiérer cette image de palace que je trouvais un peu coincée, etc., un peu classique, qui fait aussi notre force en France, attention. Hein. Mais
mais je me suis dit, on doit passer à autre chose. Et donc voilà, il y avait plein de choses que j'ai faites au Peninsula au crayon pour donner un peu de sourire, un peu d'humour aux clients et arrêter d'avoir cet aspect un peu froid que peut avoir les palaces. Ouais, Donc ouais. ça, c'est important. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, alors peut-être assez succinctement, puis après on reviendra étape par étape, mais j'aimerais qu'on comprenne un peu l'ensemble des activités que mène un sommelier ou un chef sommelier dans un palace. Mais concrètement, oui, la partie que les clients observent et voient en salle, c'est ouais, à peu près 15 à 20% du travail. Le reste, ben, il faut remplir la cave, parce que pour vendre des vins, il faut les avoir. Donc c'est la chasse au vin. Donc c'est les achats, les négociations d'achat, souvent se déplacer dans le vignoble pour rencontrer les vignerons, gérer les grandes allocations, c'est-à-dire que être en contact avec les grands domaines, les plus prestigieux, pour avoir la fameuse caisse que le domaine alloue à chaque restaurant chaque année, partir dans le vignoble pour, je dirais, proposer aussi à nos clients, nos convives, de nouvelles choses, donc être sans cesse à la recherche, en Savoie, dans le Jura, en Vallée du Rhône, en Alsace, être aussi pardon, à l'écoute de tous mes sommeliers. Donc je passe du temps avec eux, je les entraîne, je les fais progresser, on fait des questionnaires, on fait des dégustations tous les jours. Euh, Aussi dans les hôtels, s'occuper de tout, c'est-à-dire de la finance, de la communication, de faire aussi des dégustations privées pour les clients, euh, d'aller parfois aussi en réunion avec le directeur général pour les projets, etc. Qu'est-ce qu'on a comme idée pour faire avancer des choses, qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi. Enfin, il y a plein de choses. C'est une fourmilière qui gravite autour, vraiment, mais la source principale, enfin, le temps, c'est vraiment sur l'approvisionnement, qui est essentiel, et la gestion de la cave. OK. Alors déjà, 1re question, est-ce qu'on peut être sommelier, de bière, parce que j'ai vu qu'il ça existait, mais genre biérologue? Est-ce que forcément quand on dit sommelier, c'est qu'on est dans le vin ou le spiritueux? Alors, l'origine du mot, oui, c'est celui qui s'occupe du vin pour le seigneur au Moyen-Âge. Mmh. Donc sommelier, c'est celui qui tirait les bêtes de somme, donc les gros taureaux, hein, les grosses vaches, dans l'enceinte du château. Et en fait, ce gros bétail était chargé de vin, de barriques. Et donc c'est celui qui s'occupait des bêtes de somme, donc le sommelier, qui était en charge aussi du service des vins. Donc là, le mot vient de là en fait. Et pour qu'il aille plus vite en service, on lui a mis un tablier pour qu'il évite de se tâcher quand il va tirer le vin pour le présenter au seigneur. Donc le sommelier a un tablier et un rondin, donc c'est une veste sans bouton pour qu'il aille plus vite aussi au Moyen-Âge pour remonter le vin plus rapidement, pour qu'il enlève sa veste, la déboutonne, la reboutonne et remonter. En fait, on lui dit c'est trop long, on va t'enlever les boutons. Donc le sommelier aujourd'hui a une veste sans bouton et un tablier. Donc c'est l'origine du mot sommelier. Et pour répondre à ta question, sommelier, donc normalement c'est le vin, mais c'est un mot qui maintenant c'est totalement où toutes les boissons se sont appropriées. Sommelier de thé, de café, il n'y a pas de problème parce que c'est le simple fait de servir des clients en situation de restaurant. Donc oui, c'est possible, biérologue, et j'ai même trouvé mieux, Julie. J'ai trouvé ah oui, j'ai trouvé au Japon la perle rare, un garagiste, ça s'appelle un sommelier de voiture. Mais non! Et attends, mais on déguste pas une voiture? Non, mais on s'en occupe, et voilà, et on en prend soin, et je sais pas, mais j'ai vu ça, et il est sommelier de voiture. Il s'est baptisé sommelier de voiture. Ouais, mais ça C'est génial. c'était un garagiste qui voulait avoir la French touch, et qui a mis le mot sommelier, non, c'est ça? Probablement, ouais. Alors si on revient sur la partie, la première partie qui est, remplir la cave, donc ça veut dire qu'il faut que tu dégustes, enfin qu'avec ton équipe, hein, bien sûr, mais que tu Ouais. dégustes des vins. Alors déjà, pour qu'on se rende compte, donc tu disais tu en goûtes, chaque jour, donc ça veut dire vous dégustez combien de vins par an? Enfin c'est énorme, non, les C'est à quantités? peu près, ouais, c'est beaucoup, c'est à peu près 4020 par an. Oh la vache! Donc, et on les note tous sur un petit calepin, en fait. Et, euh, et donc, moi, ce que j'ai comme mémotechnique, c'est que je déguste le vin, je l'écris sur mon calepin, les commentaires. Bref, hein, et ensuite je les reprends
ces notes 3 jours après. Et normalement, après, c'est bien figé. Mais l'idée d'un vin sélectionnable sur la carte, c'est pas si simple parce qu'en réalité, c'est pas forcément mon goût à moi. Bien sûr. Par exemple, j'aime pas les vins trop boisés où ça sent le bois, etc. Mais les clients anglo-saxons adorent ça. Donc, il faut surtout pas que j'écarte un vin très boisé, parce que quand un client américain va me demander very woody, very intense in wood, je dois absolument avoir ce vin en cave. Donc, il faut analyser ce que les clients aiment, souhaitent, le goût de tout le monde en fait. Hein. Moi, je m'adapte en fonction de ça, mais principalement, le critère vraiment premier, c'est l'identité locale restituée dans une bouteille. Ça, c'est vraiment l'essence du métier. Et si un meursault a le goût du meursault, c'est un vrai meursault. S'il est masqué par une quelconque opération onologique, ou une vendange trop tôt, ou une vendange trop tard, ça va pas. Parce que c'est pas restituer l'essence même du terroir. C'est ça qui est le plus important. Et alors du coup, donc tu écris ces fiches pour pouvoir, j'imagine, te souvenir, hein, parce que quand on déguste 4020, Ouais, je veux bien que c'est vous ayez une c'est complexe. mémoire gigantesque, mais ça Non, mais me là, paraît non. infaisable. Et justement, comment est-ce que vous exercez votre mémoire justement? Moi, on en a un peu parlé au téléphone, mais vous me faites vachement penser à des métiers comme les nez. En fait, dans la cosmétique, par exemple, Ouais, où vous devez apprendre à ouais, décortiquer une odeur, un goût. Enfin, ça oui. devient presque pas Alors, mécanique, c'est pas beau le terme, mais en tout cas, vous devez le si, détailler. c'est le système d'entonnoir, ouais. Si, complètement. En réalité, ça demande d'abord une pratique, enfin une grande théorie, pardon, parce que il faut savoir à quoi correspond tel type de terroir. Qu'est-ce qu'un grand Collioure? Qu'est-ce qu'un grand Corbière? Qu'est-ce qu'un grand Savinière en Loire? Quelle est la caractéristique? L'enfant doit le lire et l'apprendre par cœur. Il y a 400 AOC en France, il faut déjà maîtriser ça. Mhm. Mais bon, avec la passion, ça va vite. Franchement, c'est pas le plus compliqué. Ensuite, on connaît les caractéristiques aromatiques de chaque cépage, donc chaque raisin planté dans telle ou telle région. Le chenin en Loire a un caractère minéral, un peu coin, etc. Le pinot noir en Bourgogne, vin rouge, délicat, subtil, élégant, bref, etc., etc. Et donc, quand on déguste un vin, on doit vraiment retrouver ces caractéristiques typiques de l'appellation et du cépage. Effectivement, ça demande beaucoup de gymnastique, d'en goûter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que malgré tout, il faut aller sur place, sentir le lieu pour définitivement s'en imprégner. C'est essentiel. On ne peut pas parler de la Loire Et sans y j'imagine aller. que le vin est tellement lié au terroir. Et le mot que tu as utilisé est intéressant, terroir. On pense tous que le terroir, c'est la terre. Pas vraiment en fait. Le terroir, c'est le respect des us et coutumes locales. Le terroir, la notion de terroir, elle passe par le sol évidemment, par le climat, typique ou pas, et surtout par l'homme. La main de l'homme avec un H majuscule, hein, bien entendu, Julie. Mm, Ça peut être aussi une dame vigneronne, mais le H majuscule, la main de l'homme est capitale parce que c'est elle qui va façonner le vin à sa manière. C'est-à-dire qu'une même parcelle d'un même millésime vendangé par deux vignerons différents aura deux goûts différents par l'influence de l'homme. Pourquoi? Parce que un va récolter tôt parce qu'il veut garder de la fraîcheur, donc de l'acidité. L'autre n'aime pas ça, donc il va vendanger plus tard pour concentrer en sucre. C'est B. Donc avoir des vins beaucoup plus denses, beaucoup plus structurés. L'un va détester la barrique, donc ne va pas passer son vin dans une barrique. mm. L'autre va adorer ça, donc va en mettre beaucoup. Au final, on aura un vin avec beaucoup d'acidité et beaucoup de fruits, et un autre avec beaucoup de structure et beaucoup de boisé. Et bien Donc sûr. finalement, les opposés sur une même parcelle. Donc c'est là où tout va être un peu plus abstrait, entre guillemets, c'est où est la vraie notion de terroir. Moi, avec le temps, j'ai appris que c'était celui qui intervenait le moins, qui était au plus près de la vérité, parce que le raisin est un papier buvard du terroir, il va absorber ce que la terre lui donne, ce que les racines vont puiser, et restituer cette énergie dans la baie, et moins on intervient, plus on préserve ce trésor de la nature. Si on rajoute de la barrique, si on fait des vinifications avec une macération à froid,
donc souvent de 5-10 degrés, ça extrait plus de fruits, mais c'est un peu triché, tu vois, quelque part. D'accord. Si on laisse faire la nature, si on intervient le moins possible, c'est là où on va vraiment avoir ce que j'appelle moi du jus de terroir. Et ça, c'est fabuleux. Après, la question de la biodynamie, etc., le respect de la nature, des vins bio, etc. Mais l'homme est pour moi au cœur de son terroir parce qu'il est le terroir en réalité. Alors tu parlais tout à l'heure que tu allais, voir, finalement tous les vignobles, mais tu semblais décrire que les vignobles français. Est-ce que ta recherche va jusqu'à d'autres territoires ou pas? Alors je parle pas forcément du Japon, mais, je parle vraiment toujours dans le vin. Est-ce que tu vas dans d'autres, Dans les vins étrangers, ouais, dans les vins étrangers, j'ai fait la Corse. Non, je plaisante. Ils aiment pas quand je dis, ils détestent quand je dis ça. Non, j'ai fait les États-Unis, la Napa Valley, Sonoma, où j'ai travaillé un petit peu d'ailleurs pendant 6 mois, et j'ai bien voyagé. J'ai fait l'Australie, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, et c'est vrai que c'est quasiment sans limite parce que nous, la France n'a plus le monopole de l'excellence mmh, parce que d'autres pays font des choses inouïes et exceptionnelles. En revanche, la France est un moteur sur plein de choses. C'est elle qui donne naissance au Pinot Noir, cépage adulé dans le monde entier, planté en Oregon, aux États-Unis, planté en Allemagne. Euh, le Chardonnay, j'en parle même pas. Le Chardonnay, on le trouve partout. bien sûr. La France a toujours été un moteur et un modèle parce que ce sont les vins les plus prestigieux et les plus iconiques qui soient. Donc forcément, euh, ils vont être influencés ou les vins étrangers vont regarder un petit peu ce que fait la France. Mais effectivement, on doit proposer aussi des vins étrangers à Paris. Mais ça reste terriblement complexe pour une simple et bonne raison. Et ça, moi, j'étais assez aveuglé par ça. J'ai pas tout compris, mais effectivement, Paris est une ville problématique dans le monde parce que remplie de Français. Et les touristes viennent en France pour boire des vins français, ce qui est logique. Et les Français ne sont pas encore assez ouverts aux vins étrangers. Je parle en généralité, hein, bien sûr. Il y Bien a sûr. beaucoup de Français qui adorent les vins étrangers. Mais de manière générale, c'est compliqué quand ils vont manger dans un gastronomique, dans un palace, de leur vendre un vin américain. Bien sûr. Euh, Parce que c'est un moment pour eux important, un anniversaire, etc. C'est un moment capital pour eux et ils veulent une bouteille sécurité. Et la sécurité, c'est la France, évidemment. Paris est un peu plus complexe pour ça. Mais j'en vends quand même pas mal de vins étrangers au verre, surtout. Au verre, au déjeuner, les clients se laissent faire et ça va. Parce que le sommelier est convaincant en face, il a goûté. Il faut le mettre à l'aise aussi, hein. S'ils n'ont pas envie, il ne faut pas insister. Mais en tout cas, notre mission de sommelier, c'est quand même de proposer et d'ouvrir le champ des possibles à nos convives. Ça, c'est le plus important. Si un convive ressort du restaurant en disant j'ai appris quelque chose, voilà, j'ai gagné. Ouais, bien J'ai sûr. gagné. Alors tu disais tout à l'heure qu'en fait, votre rôle aussi, c'était de gérer la cave. Alors pour moi, ce qui est intéressant dans la notion de gestion de cave, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a d'une part le fait de devenir aussi des négociateurs, hein, parce que ça veut dire que j'imagine que c'est vous qui négociez les prix d'achat aussi avec le vigneron. Et j'imagine aussi que c'est vous qui déterminez les prix sur les cartes, donc les prix de vente aussi. Comment, voilà. Donc c'est un rôle très commercial, hein. Bah, très, très, on est des chefs d'entreprise, en fait, dans l'entreprise. Parce que le pôle vin, bon, c'est pas un secret, parce que je crois que je l'ai déjà dit, donc, au crayon, c'est quand même 6 millions d'euros chaque année, donc c'est un pôle qui fait quand même du chiffre d'affaires, hein, 6 millions d'euros. C'est énorme. À 4 sommeliers, à 5 sommeliers, c'est pas mal. Mm. Mais en fait, oui, comme tu dis, la négociation, elle doit se faire de façon fine. Euh, je vais pas le faire pour un jeune vigneron qui débute. Je paye. En revanche, je vais le faire pour des grandes maisons, les grosses structures, les gros volumes. Là, je vais négocier, on va discuter de prix, etc. Euh, il faut toujours respecter le travail des plus fragiles. C'est ce que je me suis toujours donné comme ligne de conduite. Les plus fragiles, c'est les tout petits vignerons, c'est les domaines qui commencent, qui débutent, qui ont besoin de trésorerie, hein, faut être lucide. En revanche, les grandes maisons, elles sont nombreuses. Je parle notamment en Champagne, beaucoup de maisons de Champagne qui se battent pour avoir les places à la coupe.
Donc là, on a un pouvoir de négociation. Et c'est un métier que j'ai appris aussi avec le temps, grâce au Peninsula. Et effectivement, la gestion de cave, c'est de dire, on achète la bonne quantité au bon moment, qu'on va vendre dans un laps de temps raisonnable, c'est-à-dire rapidement, entre guillemets, et on va donc déterminer le prix de vente qui va nous permettre de le vendre rapidement. Si je vends très cher, je ne vendrai pas. Donc il faut vendre au juste prix. Et ensuite, la gestion de cave, et ça c'est aussi un aspect auquel on ne pense pas, c'est le potentiel de garde des bouteilles. C'est l'autre aspect de la gestion, après de la finance, la capacité à faire du chiffre d'affaires, c'est la rotation de cave. Évidemment, les vins du Beaujolais ont un potentiel de garde un peu plus frêle, quoique, que les grands crus de Bourgogne, ou de Bordeaux, évidemment. Donc il faut faire attention à tout ça. Certains vins blancs sont aussi très fragiles, doivent être vendus assez rapidement. Donc oui, il faut aussi gérer cela. C'est la deuxième gestion, c'est la rotation de cave, en évitant de faire traîner en cave des vins qui pourraient vieillir très vite. Oui, et puis j'imagine que tu dois aussi anticiper, non pas comment vont vieillir les vins, mais combien tu vas en vendre aussi. Les volumes, en général, je les bloque au domaine. Et moi, j'ai fait venir par 120 bouteilles petit à petit à l'hôtel. Mais comme tu as bien raison de le dire, c'est que si on a un été qui est long et chaud, c'est arrivé de mémoire, je crois, Peninsula en 2015, il a fait chaud pendant longtemps. Bah là, il faut mieux que le vigneron ait des bouteilles de en stock, sinon je suis mal. Donc après, bon, c'est pas grave en soi. Donc la première année, je me rappelle, j'avais pas du tout de notion de ça. Des volumes, qu'est-ce que j'allais vendre, ça on en sait, donc on est un peu à tâtons, hein. C'est un peu le risque quand on est à tâtons. Donc j'en achetais moins et je faisais travailler plus de vignerons, ce qui était pas mal. Mais avec le temps, j'ai compris que les volumes étaient récurrents et que grosso modo, je sais que chaque année, le rosé, c'est 1000 bouteilles, 1000 à 1200. Donc ça, je le sais, je le négocie, je les mets de côté au domaine sur une palette et lui me les expédie 120 par 120. Ok, tu peux nous dire justement, au crayon de mémoire, je l'ai lu dans un article, mais je voudrais pas dire de bêtises, combien tu as de références? 2300 références et 40 000 bouteilles. C'est-à-dire que la cave, Et oui. c'est tout le sous-sol de l'hôtel, quoi. C'est pas possible. Alors, Ça doit être magnifique. alors pas au crayon. Au crayon, on a une cave à grands crus. On a tous les grands crus, mais alors c'est trop petit parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein, on est 400 et l'hôtel du crayon n'est pas si grand que ça au final. Donc j'ai un stockage extérieur. En fait, je stocke dans le département des Hauts-de-Seine, dans des crayères magnifiques en sous-sol, à 20 mètres de fond, c'est sublime. Et donc mes vins sont là et chaque jour on fait des allers-retours. En fait, tout ce qu'on a vendu la veille, eh bien notre stockiste nous les ramène à l'hôtel. On fait un petit mail le soir et c'est là avant midi. Alors il y a un rôle aussi qui est énorme, qui est l'association, mets et vins. Parce que quand tu crées la carte, tu dois la créer en fonction de tes potentiels clients, mais aussi en fonction des plats que le chef, du restaurant va créer et donc servir. Ça, c'est énorme et je pense que, est-ce que ça veut dire que dans les études ou dans ton métier, tu apprends à devenir aussi, forcément gastronome pour pouvoir à la fois décortiquer un vin, mais comme tu décortiques un plat, quoi? Oui, exactement, tu as raison parce qu'on doit connaître les principales techniques de cuisine, les ingrédients, etc. Euh, Après, je dirais que c'est un exercice qui est quand même assez abstrait malgré tout. Il n'y a pas de vérité dans le vin. Malgré le célèbre in vino veritas, oui, la vérité est dans le vin parce qu'elle vient du terroir, mais je dirais que quand on en parle, il n'y a pas de vérité dans le sens où on a chacun une interprétation. Toi et moi, on a le même verre de vin, on peut avoir deux commentaires différents. J'ai pas raison, t'as pas raison. Ou si, t'as raison, j'ai raison. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle. C'est ça, en fait, la beauté du vin, c'est que on a cette liberté d'expression et d'interprétation. Alors, dans l'exercice de l'accord mets et vin, euh, moi, j'ai toujours considéré la chose suivante, c'est que le vin devait être un peu comme la sauce d'un plat, devait compléter aromatiquement un vin et par la texture, parce qu'il y a deux grandes lignes pour créer un bon accord mets et vin. Ça, c'est important. L'accord aromatique et l'accord de texture. Aromatique dans le sens où, je sais pas, on a
On va prendre le filet de bœuf, par exemple, et le chef décide de faire sur le côté une gelée, je sais pas, fruits noirs, etc. Il y a des choses intéressantes ou betterave, un peu terreux, etc. Bon, bah, fruits noirs, terreux, c'est deux arômes qu'on devra retrouver dans le vin pour créer une complicité aromatique, un écho, en fait, entre le vin et, euh, et le plat. Et la texture, eh bien, c'est quand tu mâches ton filet de bœuf. Ça fait travailler. Ça fait mastiquer. Vraiment, il y a quand même de la matière. Et donc, le vin, lui aussi, doit avoir une matière tannique pour rivaliser. Rivaliser, c'est peut-être pas un très joli mot, mais en tout cas pour équilibrer et pour arriver à la hauteur du plat. Tout comme une texture raffinée, délicate de Saint-Pierre, poisson blanc, le vin blanc doit respecter absolument cette texture. Donc un grand Riesling très épuré, très élancé, c'est merveilleux. Un grand Bourgogne riche et puissant ne va pas vraiment aller. Donc c'est ça aussi, c'est la texture en bouche, Je la sens que sensation. je commence à avoir faim. J'ai mangé il y a 2 heures, mais je commence à avoir un peu faim là. Ça veut dire en tout cas que tu collabores complètement, au quotidien avec le chef. Je veux dire, Oui, il ne peut pas créer une carte sans dès le démarrage te convier à cette création pour que déjà toi tu commences à réfléchir à tout ça. oui, oui, complètement, complètement. C'est assez main dans la main. Après, dans la réalité des choses, il y a eu beaucoup de chefs, pas tous, mais beaucoup qui font leur carte dans leur coin, de la sorte, c'est comme ça, point barre. Et puis d'autres, et puis d'un côté, ils sont aussi obligés de le faire, parce qu'il faut aussi qu'ils avancent. Il y a quand même des saisons à respecter, il y a plein de choses, eux aussi ont des contraintes de produits, etc. Mais la plupart du temps, le chef donne ses grandes idées, alors gibier, euh, tel type de garniture, etc. On ne sait pas encore vraiment comment, mais à peu près l'esprit, c'est ça. Bah moi, je commence à avoir une petite idée, on s'affine ensemble. C'est-à-dire que va sortir un premier jet, peut-être que la sauce, il l'a fait trop puissante, ou pas assez, et on s'est dit, tiens, chef, avec le gibier, avec une tourte de gibier au miel d'acacia, quelque chose qui fait bien saliver, on va faire un joli porto, Taoni 20 ans, mais par contre, la sauce, il faut bien la concentrer, donc il faut beaucoup plus concentrer la sauce. Et ok, je comprends, machin, parce qu'on va créer une surprise au client. Cette tourte de gibier avec un grand porto, une maison comme Grams ou autre, c'est une vraie surprise pour le client. Mais si on veut que ce soit réussi la surprise, il faut que la sauce soit aussi dense que l'est le porto. Donc effectivement, on va s'ajuster sans arrêt à ça. Ou alors l'inverse. Il nous sort un plat très iodé, mais pareil, un assaisonnement qui est trop épicé, ça masque un peu, hop, il va le réduire. Parce que moi en face, j'ai un vin qui est très délicat. Donc si l'assaisonnement est trop puissant, ça matchera pas. Donc voilà, c'est des réglages en fait. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on inverse le processus, c'est qu'on crée un plat pour servir le vin? Il y a un maître pour ça qui maintenant est décédé, un illustre chef qui s'appelait Alain Sanderins au Lucas Carton à Paris. Lui faisait tout le temps ça. C'était un amoureux du vin et lui, toutes ses cartes, il les créait comme ça. C'était vraiment sensationnel. Et d'être semé là-bas, ça aurait été un rêve pour moi, mais il est parti trop tôt malheureusement et j'ai pas pu collaborer. Mais ça aurait été un de mes rêves. Mais effectivement, c'est le seul. Après, moi je le fais de temps en temps pour le saké japonais. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est une de mes spécialités. Et pour le saké, les chefs sont tellement curieux. En fait, ils veulent goûter au début et ils me disent ah ouais, ça c'est top. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis ça, et hop, c'est parti. Et eux, ils font des recettes, pardon. Et puis on s'amuse. Mais oui, c'est surtout pour ça qu'on fait l'inverse. Alors, très bonne transition parce que justement, je voudrais que tu nous racontes l'aventure de la création de la carte au Peninsula et qui a quand même un rapport à un moment donné avec le saké puisque tu as créé notamment la carte des vins dans le restaurant Lily qui est donc un restaurant de cuisine cantonaise gastronomique. Est-ce que tu peux justement nous raconter cette aventure? Oui, effectivement, cette création de cartes au Peninsula euh, me réserve beaucoup de surprises, dont j'étais d'ailleurs à mille lieues d'imaginer ça aux entretiens. Mais j'ai eu beaucoup de soucis, comme tu l'évoquais avec le restaurant Lily, mais des bons soucis. Parce que j'ouvre la carte et le chef parle pas français. Et je vois écrit
soupe, légumes vinaigrés, dim sum, vapeur. Je fais bon, là on n'est pas bien. œuf. Je fais voilà, tout ce qui va pas avec le vin en fait. Donc je me dis bon, là j'ai un autre problème qui se présente, c'est qu'au Lily, soit je fais comme Pierre Gagnère, en l'occurrence, je vais ce bagage-là qui peut me permettre de m'en sortir, mais je me dis non, je vais quand même essayer de trouver quelque chose. Et mon épouse japonaise, elle travaille toujours d'ailleurs à l'ambassade du Japon. Elle me dit mais nous on connaît un monsieur, monsieur Kuroda, qui importe des sakés japonais à Paris, tu devrais aller goûter, on sait jamais, si t'as pas de solution, va goûter. Je suis oh, vraiment, saké japonais, ça me dit rien, etc. Mais bon, pour lui faire plaisir, j'y vais. Et là, ça a été un tournant dans toute ma carrière, parce que je rencontre ce monsieur, un homme qui est en France depuis 35 ans, qui avait 65 ans à l'époque, et qui me parle dans un français impeccable, et qui surtout me présente des bouteilles. J'en goûte une et je dis mais en fait le saké japonais c'est très léger. En fait oui, c'est entre la bière et le vin. Donc là je commence à faire le rapport dans ma tête entre un vin blanc en fait, un sauvignon et le saké. C'est la première image qui me vient. Et je dis mais ça c'est intéressant et donc on en goûte 3, 4, 5, 6, 7 et à chaque fois digeste, frais, j'avais l'impression de boire de l'eau de la rivière, hein, vraiment. Je dis mais ça c'est extraordinaire et donc du coup j'avais enfin la solution à ma question, c'est que là où le vin échoue, le saké japonais crée une complicité et crée surtout une émotion avec la cuisine française et cantonaise, parce que française c'est arrivé plus tard. Mais effectivement, j'ai compris cette boisson ce jour-là, je suis ressorti mais métamorphosé et je me rappelle bien avoir vraiment eu un coup de cœur professionnel pour cette boisson. Et donc effectivement, la problématique est un petit peu levée. Je voudrais juste finir en fait sur aussi ton métier, le métier de chef sommelier, puisqu'en fait, on n'a pas encore parlé de toute une partie, en tout cas, hormis dans l'anecdote que tu nous as racontée au tout démarrage, mais il y a évidemment la présentation et la présentation des vins aux clients et donc toute cette relation. On peut à peu près affirmer que autant de sommeliers il y a, et autant de discours différents il peut y avoir. Parce que encore une fois, c'est une interprétation personnelle et subjective du vin. Mais moi, ce que je veux absolument écarter, quand tu parles de sommelier qui parle au client, c'est d'être trop technique, trop pompeux, et d'étaler sa science au visage du client. Ça, je trouve ça vraiment l'antithèse de notre métier. On n'est pas du tout là pour faire une démonstration parce que déjà c'est pas c'est pas dans nos gènes. Il y en a qui le font, hein. Mais je trouve qu'on doit être accessible et on doit expliquer le vin le plus simplement possible. Après, si un client veut qu'on entre dans le détail, on peut le faire évidemment. Mais la règle de base, c'est de rendre le vin compréhensible et accessible. La poésie peut être un moyen de le faire, raconter l'histoire du domaine, du client. Moi, j'ai jamais raconté l'histoire du sol, hein, un sol argilo-calcaire. Le client, pardon, hein, il s'en fout. Hein. C'est pas ça qu'il souhaite connaître. C'est qui a fait le vin, qui est derrière, quelle est l'histoire. Il y a 300 bouteilles pour le monde entier. Bon, ça c'est intéressant. Et c'est donner l'envie de boire et de manger. C'est ça l'essentiel en fait. C'est de pouvoir vous donner l'envie de boire cette bouteille absolument. En fait, c'est à mi-chemin. Et ça, je te donne un peu les coulisses de notre métier dans une prise de commande. Euh, on doit être à égale distance du plaisir du client et du plaisir du patron. Je m'explique. Ma mission, c'est vraiment que le client passe le moment le plus inoubliable possible. Donc, je vais trouver sa bouteille qui correspond à son caractère, à son plat, à la saison, etc. Donc, il y a une bouteille qui va pouvoir faire la synthèse de tout ça. Et que le client soit heureux. Mais il faut aussi que mon patron soit content. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse du chiffre d'affaires. Est-ce que l'anecdote que je vais... Là, c'est un peu les coulisses que je te raconte, hein, mais bon, tant pis. Est-ce que l'anecdote que je vais raconter en plus sur cette bouteille à 180 va me la faire plus vendre que celle qui a 110 juste au-dessus? Est-ce que je vais pas aller chercher ces 70 € en plus par l'anecdote? Tu vois? Ah ouais, bien sûr. Donc ça, en fait, le client ne le voit pas. Parce que c'est invisible, cet upselling qu'on est en train de faire, en fait.
Parce que le client me dit, j'aimerais voir ce type de bouteille, il me montre une bouteille à 130, mais si il me montre 130, c'est qu'il peut aller à 180. Ou pas d'ailleurs, hein. Enfin, c'est pas la question, mais j'ai toujours cet équilibre à garder et qui est terriblement compliqué. Parce que je dois surtout pas mettre le couteau sous la gorge au client, Bien sûr. surtout pas. Je dois savoir quand c'est possible ou pas. Un exemple, un jeune couple, 25 ans, qui va pour la première fois dans un gastro, j'ai compris, sauf si c'est le fils d'un ambassadeur ou autre, mais, euh, mais j'ai compris que je dois les mettre à l'aise tout de suite. Et je dois dire de façon habile à celui d'ailleurs, ou celle qui a la carte des vins, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? En fait, quel est votre budget? C'est ça la phrase cachée, Tu sais, la question cachée. c'est marrant, Xavier, parce que je trouve que le moment du choix du vin dans un restaurant un peu chic, c'est toujours un moment un peu stressant pour le client, Ah bah, parce mais que bien sûr. tu te sens gêné par rapport à la personne qui est en face de toi, que tu invites ou qui t'invite d'ailleurs. Tu sens qu'il y a une espèce d'enjeu qui se cristallise d'un coup, et tu as toujours Ah oui, l'impression oui, oui. effectivement que le sommelier va... T'as un regard, t'as quand même à un moment donné une relation de confiance qui doit s'installer et qui passe vachement par le regard d'ailleurs, je vais te dire, où tu te dis: «Est-ce qu'il va me prendre pour une américaine?» Et en fait, C'est ça, il va me mettre la ça. bouteille la plus chère, il va faire de l'upselling et tu le sens des fois quand c'est fait. Ou bien est-ce que tu sens vraiment l'empathie où tu sens que la personne, le sommelier qui est en face de toi, il comprend ta situation et aussi ta vraie envie quoi aussi, enfin, et qui va te trouver t'as l'impression qu'il va te débusquer la meilleure solution pour toi, tu vois? Je pense que tout se fait dans le sourire, dans la voix, comment on s'adresse à eux. Je vais adapter mon discours quand je m'adresse à ce jeune couple que j'évoque ou quand je m'adresse à un capitaine d'industrie ou un milliardaire. Je vais pas du tout réfléchir pareil parce que à l'inverse, et ça Julie, ça peut te surprendre, mais si je propose une bouteille pas assez chère, je viens pas assez cher à un client, il va se vexer. C'est complexe et euh, donc j'ai toujours une technique, moi que je donne trois propositions au client pour mettre à l'aise tout de suite. Une à moins de 100 euros, on parle des bouteilles dans des palaces, c'est une soirée d'exception, etc. Une à 50, 60, une à 150 et une à 300. Et là, je comprends tout de suite où je dois me placer. Euh, et là, mais c'était bien ça. Donc, ok, je dois rester par là, hop. Et là, il est à l'aise parce qu'il a compris que j'ai compris. Et il y a ce sketch, tu sais, d'Elmaleh quand il parle du sommelier, puis il y a le célèbre droite-gauche quand tu regardes le prix à droite de la page. Bah oui, bah oui, en fait, c'est ça. Et mais c'est pour moi extrêmement important de les mettre à l'aise. Et encore une fois, tu sais, le vin, c'est tellement abstrait et c'est tellement exceptionnel parce que c'est un souvenir que tu peux garder à vie dans ta tête. Pourquoi est-ce que tu achètes une robe Dior, Chanel à 9000 euros? Bah, et c'est pareil en fait. Les gens n'ont pas besoin d'acheter une robe Dior ou Chanel à 9000 euros. Comme les gens n'ont pas besoin d'acheter une bouteille de Grand Cru à 3000, 4000, même 9000, hein, ça existe aussi. Donc c'est pas vraiment une question de besoin. Là on parle d'une clientèle richissime. C'est pas une question de besoin, mais c'est une question de la vouloir. On la veut. Pourquoi on la veut? Parce que elle possède une caractéristique exceptionnelle, soit dans le sol, soit dans l'histoire, la façon de faire, la méthode, la rareté, soit parce que c'est un déjeuner ou un dîner de business, il y a un énorme contrat à plusieurs millions, milliards qui se signe. Donc là, on sort les très grosses artilleries, les très grandes bouteilles. Ça, faut qu'on soit capable aussi de se dire qu'on vend une bouteille à 7000 euros, faut pas avoir peur de proposer. Et c'est ce qu'on appelle le closing dans la vente. Et là, c'est une technique que j'ai apprise en dehors de l'hôtel, qui n'a rien à voir, c'est moi-même qui l'ai développé avec un coach. Le closing doit se faire, donc tu closes, tu fermes la porte à une autre option, tu comprends? Mais il faut que ce soit dans le monde du luxe. Et ça, c'est une technique que j'utilise que avec les gens puissants, richissimes. Hein. Je fais pas, je fais pas ça avec tout le monde.
Et en réalité, c'est habilement, sans qu'il ait la sensation qu'on lui mette là aussi, qu'on lui laisse pas le choix, parce que j'ai aussi une réalité économique dans les mains, c'est que la boisson, elle paye tous les salariés de la restauration. Bien sûr. Bah, c'est même sur la boisson que on fait le plus de marge dans un restaurant, je crois, non? C'est ça, en fait, si tu veux, la food va te permettre d'arriver à zéro dans ton restaurant. Et derrière, ce qui fait gagner l'argent d'un restaurant, c'est la boisson. Donc moi, j'ai aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est que je dois sortir du chiffre malgré tout pour mon entreprise, pour qu'on puisse payer tout le monde. Donc c'est ça qui est important aussi. Et dès que j'ai l'opportunité où j'ai un client, je sais qu'il a ensuite tel numéro, ok, c'est une grande chambre, il paye 5000 la nuit, je sais que là j'ai une cible très importante. Donc c'est toujours cet équilibre à avoir. Et puis parfois, là j'ai des clients qui se laissent faire, qui n'ont pas prévu de mettre un budget dans une bouteille, et ils me disent en discutant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je leur explique que oui, et que de toute façon le juge de paix c'est pas moi, c'est le verre, hein, c'est ce qu'il y a dans le verre. Et en fait ils me disent, voilà, à l'époque, à l'origine, pardon, on voulait mettre 150 euros, on a mis 350 euros par la discussion, mais sincèrement on est hyper content, ça vaut le coup. Donc voilà, mais ça c'est qu'avec le temps que tu apprends ça. J'ai interrogé Nicolas Avril qui était concierge, qui est concierge pardon, au Peninsula, et qui me disait en fait que évidemment il y avait une nécessité de connaître les clients récurrents, les clients fidèles, pour justement pouvoir au mieux les servir en fonction de leurs habitudes, de leurs souhaits, etc. Est-ce que vous aussi vous le faites avec des clients récurrents? C'est-à-dire que vous finissez Bien par sûr, bien sûr. noter tout ce qu'ils aiment pour Oui, pouvoir mieux les conseiller la fois d'après? oui, oui. Il y a un Cardex qui existe. Un Cardex, c'est une fiche client où on note aux plates, aux pétillantes, pas de sucre avec le café, etc. Tel type de vin, tel type de vin. Euh, oui, oui, ça existe. Et d'ailleurs, moi, je construis des relations en fait dans le temps. C'est-à-dire que je veux pas que mes clients viennent une fois et ne reviennent pas. Le but c'est qu'ils reviennent. Donc en fait, je construis quelque chose. Et dans ma vente de bouteilles, on parle d'un autre vin, je dis, la prochaine fois, vous goûterez ça. Mais pas maintenant, parce que pour goûter celui-ci, il faut d'abord goûter celui-ci avant, pour comprendre le lieu et l'appellation. Et donc, en fait, ils ont envie de revenir après pour goûter la bouteille. Alors, à l'inverse, tout à l'heure, tu disais effectivement qu'il pouvait y avoir des repas d'affaires, mais alors ça concerne pas forcément que ça, mais je me dis, évidemment qu'il y a des cas de figure où les gens achètent la bouteille, je dirais, parce qu'elle pour son prestige, pour son étiquette et parce qu'elle symbolise beaucoup de choses. Alors, à la limite, ça, c'est encore le côté un peu positif, mais le côté négatif derrière, c'est de vendre du vin, du très bon vin exceptionnel à des gens qui je vais dire n'importe quoi, mais qui le mangent avec un hamburger, enfin ou peu importe, mais tu vois, qui le gâchent parce que c'est juste ils peuvent se le permettre, ils ont l'argent, mais voilà. Comment tu le vis ça, toi? Ça doit être compliqué, hein? Moi, j'ai eu la pire des anecdotes, c'était au Meurice, Petrus 2001. On l'amène à une table de Russe. Euh, le client nous rappelle quelques minutes après, on est servi, décanté et servi. Et il dit I love the sparkling Petrus. Le sparkling Petrus, donc le Petrus pétillant, je ne comprenais pas. Et il me dit bring me a Coca-Cola. Ah non, 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 non. Et donc en fait, il a mélangé le Petrus avec le Coca. Et ça le faisait rire. La bouteille coûtait, je sais pas, ça devait être 6 000 ou 7 000 euros. Ça le faisait rire, donc oui, nous, ça nous écœure, évidemment. Mais ça, voilà, j'ai eu le cas une fois dans ma carrière, j'ai jamais eu. En revanche, et la question est plutôt bonne, Julie, c'est que gâcher le vin, alors, à 90% du temps, quand un client richissime ou a besoin d'acheter une bouteille de prestige, une immense bouteille pour montrer qu'il a de l'argent, pour rassurer son partenaire pour le contrat, parce que c'est le cas, hein, Ou le valoriser. euh, ou le valoriser, eh bien, à chaque fois, le grand vin ne laisse pas indifférent. C'est l'apanage des grands vins. C'est qu'il ne laisse pas indifférent. Et à chaque fois, ce quart de seconde m'amuse énormément. Mmh. C'est quand je fais goûter le client, avant de servir, je fais goûter ce qui est commandé. Et tu sais, la tête, hop, fait un recul. Il sent, hop, et ça recule. Il est interpellé.
Ah, génial. Il est interpellé et ce quart de seconde est magique parce que il dit ah oui, là quand même c'est autre chose. Il goûte, il dit ah oui quand même, j'avoue que c'est différent de ce que je goûte d'habitude. Voilà, c'est ça les grands vins. Ils ont quelque chose en plus que tous les autres n'ont pas. Je parle toujours de Cheval Blanc parce que Cheval Blanc c'est un château à Bordeaux qui m'émeut beaucoup. Mais Château Cheval Blanc, c'est ça, c'est Cheval Blanc, c'est autre chose. Et tant qu'on n'a pas goûté le cheval, on ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu sais, la mémoire olfactive, je crois que c'est une des mémoires qui reste le plus longtemps, en fait, en mémoire. Enfin, moi, j'ai un souvenir très précis d'un verre de vin que j'ai bu. Je me souviens de l'endroit et je me souviens précisément de l'émotion que j'avais ressentie à ce moment-là. C'était pourtant pas un vin exceptionnel. Ça, c'est intéressant parce que tu dis, parce que un grand vin, c'est quoi? Un grand vin, c'est pas forcément un vin cher. Pour moi, la définition d'un grand vin, c'est un vin qui véhicule de l'émotion Mm, et qui véhicule un souvenir. Et ça, c'est un grand vin. Il y a des grands vins qui coûtent 20 euros, hein, 15-20 euros. mm. Euh, Bah, tu me feras une petite liste alors. il y en a. Et c'est ça la beauté du métier. C'est que c'est ça un grand vin. C'est qu'en fait, il procure quelque chose de différent et d'émotion. Alors oui, tous les vins chers sont par conséquent de très grands terroirs mythiques et iconiques. Donc eux, Bien sûr. oui, par conséquent, ils véhiculent d'émotions naturellement, mais pas que. Et d'ailleurs, le pas que, c'est la majorité. Alors j'ai une autre question, c'est comment tu te fais connaître? Comment tu gagnes des galons en fait quelque part? Est-ce que vous avez alors oui, vous avez Ouais. des statuts, hein, enfin, vous avez les grappes d'or, vous, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des concours de MOF, de meilleurs sommeliers du monde et tout ça? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Oui, exact. Alors pour les grappes, nous, autant les concierges, c'est vraiment significatif parce que eux, c'est l'association des clés d'or, donc qui n'acceptent que les très bons concierges. Donc ça, c'est un vrai sens. Nous, en fait, elles sont en or parce que tu as plus de 40 ans. C'est drôle, hein? Et tu peux être le meilleur au monde et avoir 35 ans. Bah non, t'auras une grappe en argent. Donc il n'y a pas vraiment de sens à ça. C'est un terme qui s'appelle maître sommelier. Mais bon, de toi à moi, bon là, on sera pas tout seul, mais c'est un peu la vieille école. Ouais, je C'est-à-dire comprends. que c'est 40 ans, sinon non. Bon, bref. Mais effectivement, oui, il y a le meilleur vrai de France sommelier, meilleur sommelier de France, Europe et monde. Et alors comment tu gagnes des galons pour que les recruteurs, puissent te distinguer des autres, en fait? C'est ça qui est compliqué, je trouve. Bah alors, si tu veux, ça peut te faire rigoler, mais c'est pour moi toujours un mystère aujourd'hui. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. En revanche, euh, je pense que le meilleur moyen, c'est d'être très bon tous les soirs dans ton restaurant. Enfin, tous les midis et tous les soirs. Parce que, fatalement, dans des restaurants, dans des grands restaurants, on va passer du monde. On va passer probablement des directeurs généraux d'hôtels. Ils vont te voir. Va passer des agents des agents de vignerons, des vignerons eux-mêmes, qui, tu vois, comme pour Peninsula, c'est un agent de vigneron qui a donné mon nom. Donc, tu vois, c'est un monde en fait petit euh, où si tu es bon midi et soir à chaque table, tôt ou tard, tu te feras connaître. Ça me fait rire ce que tu me dis parce que, bon, donc ma sœur qui était RH dans l'hôtellerie, hein, on est toujours bien reçus, je trouve, quand on sort avec elle. Incroyable. Et je me suis fait souvent la réflexion parce qu'on a toujours des grands sourires, non, mais qui sont sincères, hein, mais tu vois, ça m'a toujours fait rire et effectivement, évidemment que, on fait attention. Ouais, ouais, un RH d'hôtel, forcément, inconsciemment peut-être aussi, mais tu fais attention. Ouais, ouais. Parce que tu sais que c'est des gens qui ont l'œil, qui savent, qui vont analyser quoi qu'il se passe, ce que tu vas faire. C'est comme ça, hein, ça fait partie de leur métier. Ils vont analyser ce que tu vas faire, donc oui, autant que ce soit bien, ouais. Mais sincèrement, pour moi, la RH d'hôtel, elle est dans toute ma clientèle presque. J'ai la hantise de ne pas délivrer la même prestation à tout le monde. Ça m'a toujours effrayé. Donc voilà, j'ai fini et ça met un peu en rage ma hiérarchie, c'est que je ne regarde même pas qui sont les clients.
parce que si tu veux, presque ça m'intéresse pas, dans le sens où, alors après si le directeur de salle qui est plus pragmatique que moi me dit quand même à cette table-là et à celle-ci, c'est deux gros clients de l'hôtel. Mais voilà, si tu veux, si je commence à faire un tri entre guillemets dans les clients, alors là j'ai perdu. Là j'ai perdu. Et en ce qui me concerne moi, c'est très contre-productif que de segmenter comme ça les clients, comme ils peuvent le faire au briefing, parce qu'attention, l'illustre inconnu qui n'est jamais venu est tout aussi euh, soit potentiel immense client, soit dangereux. Donc, ou soit peut changer ta vie. Une table, parce que ça se passe comme ça aussi, il y a des clients qui vont parler de toi après ailleurs, et ça va changer ta vie. Donc oui, il faut être vigilant. Et il faut surtout être bon à chaque table. Mais après, moi j'ai toujours considéré que pour être reconnu dans le métier, il y avait ça, et surtout c'était qu'est-ce que tu fais en dehors de ta salle de restaurant et en dehors de ton hôtel. Qu'est-ce que tu fais en dehors? euh, Bah beaucoup font rien en fait. Et c'est déjà pas mal de faire son boulot correctement. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais moi c'est pas comme ça que je voyais. Et donc c'est l'aventure Saké qui m'a permis de sortir de ma salle de restaurant et de faire autre chose en dehors de mon restaurant. Ok, ok. Alors justement, tu parlais de tes équipes. Est-ce que tu peux rapidement nous dire tous les grades? J'ai l'impression qu'il y en a pas mal en fait Oui, dans le métier de on parle, sommelier. on parle effectivement, oui, tu as raison, de brigade de sommellerie, comme une brigade de cuisine. On commence par l'apprenti sommelier en bas de l'échelle, l'apprenant. Ensuite, dans les employés, le commis sommelier, tout en bas. Puis sommelier, assistant chef sommelier et chef sommelier. Bon, alors j'ai des questions aussi sur toi. Si tu enlèves ton costume de sommelier et que tu rentres chez toi, quel est ton rapport au vin? Et donc, quel est le premier vin, par exemple, que tu as bu? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, 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 c'était une côte rôtie avec mon père. Ah bah ça va, tu commences par une côte rôtie. Ouais, bah, en tout cas, de ce que je me souviens. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un père qui est amoureux du vin, évidemment. Euh, et, euh, et j'ai commencé tard, en fait, paradoxalement, la dégustation des vins. Parce que j'ai longtemps été dans le monde du sport, où je pratiquais un certain niveau qui m'interdisait, en fait, d'approcher l'alcool. Mais voilà, le rapport au vin, par contre, quand je quitte mon costume, c'est drôle parce que euh, j'ai l'impression d'être un peu différent, d'avoir un regard un peu différent. Je suis un peu plus spectateur. Je suis un peu plus, tu vois, je vais chez les cavistes. Bon, certains savent que je suis au crayon, etc. Mais je les écoute. C'est pas moi qui donne les leçons. Enfin, les leçons. Oui, oui, Tu je m'as comprends. compris. C'est pas moi qui, Et c'est pas moi qui conseille. ils sont pas stressés en te voyant arriver? Non, parce que je pose des questions. D'accord, ok. Ah, j'ai jamais goûté ça, ça m'intéresse. Comment c'est? T'as déjà goûté? Ah oui, oui, ça. Et puis moi, ça se passe comme ça. Et donc, je suis spectateur en fait. Et je vais aller à la pêche aux informations, etc. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Évidemment, c'est un monde qui est tellement vaste que c'est pas possible de tout connaître. Et eux m'apprennent beaucoup. Dans le monde du vin aussi. Mais j'essaie quand même, paradoxalement, de déconnecter quand même pas Mais mal. c'est ça, c'était ma question, c'est est-ce que tu arrives à revenir à une simple sensation de plaisir sans vouloir, Ah oui, 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 tu oui. vois, détricoter le vin, tu vois? Elle y est, bah ça c'est impossible. Parce que quand j'ai un verre de vin en face de moi, je suis obligé de le passer au crible. Ça peut passer. Par contre, tu vois, ça peut prendre dans ma tête seulement 20 secondes. Ok. Et j'en parle pas. C'est juste que je le fais quand même. Dans ma tête, 20 secondes, l'analyse, ça va vite. Et puis après, c'est que du plaisir, mais je suis obligé. C'est plus fort que moi. Alors tu me disais tout à l'heure, tu goûtais, puis en 20 secondes, tu as détricoté ou passé au crible Ouais. le vin. J'ai une question, c'est quand tu es invité chez quelqu'un, non mais jamais quelqu'un te sert du vin, il te demande d'amener le vin, non? Parce que moi, si je t'invite, je serais totalement paralysée sur le choix du vin. Non, 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 non. Mais c'est vrai qu'on me demande souvent d'amener le vin. Ben oui. Mais non, au contraire, moi j'adore que. Parce que souvent, quand je vais manger chez des gens,
ils prennent une bouteille chez le caviste ou n'importe où d'ailleurs, hein, même en grande surface, hein, y a pas de, il y a pas de tabou. Hein. Il y a des très belles choses en grande surface, hein, faut pas. Et en fait, ça m'ouvre l'esprit sur autre chose que D'accord. j'aurais jamais goûté. Et je trouve ça génial parce qu'au contraire, je pousse les gens à me faire euh, Découvrir. à me faire découvrir des choses et que je connais pas. Mais là, mais tu connais tout. Je fais non, je connais pas tout. Au contraire. Si vous saviez le nombre de producteurs qu'il y a dans le monde, c'est fascinant. Donc, et je leur dis souvent, mettez-le-moi à l'aveugle. Comme ça, au moins, je sais pas ce que c'est et je juge le vin tel qu'il est. Et là, on s'amuse. Alors eux, ça les amuse parce qu'ils Bien sûr. rigolent. Parfois, je trouve, parfois, je me plante, ce qui est normal. Mais, euh, mais voilà, au moins, ça décomplexe tout. Et puis moi, je préfère mille fois, franchement, c'est c'est beaucoup mieux. Il faut qu'on parle du vin librement et il n'y a pas de pression du tout parce qu'effectivement, c'est des choses qui, quoi qu'il en soit, vont apprendre quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'adore. Ok. C'est l'essentiel. Alors, est-ce que tu as un régime particulier? Je dis ça parce que l'odorat est majeur dans ton métier. Donc, par exemple, j'imagine le tabac totalement forbidden. Enfin, tu vois, trop épicé? Je J'en sais fume rien. pas du tout. Ouais, je fume pas du tout. Il y a beaucoup de sommeliers qui fument. Alors, ouais, alors, ils me disent qu'en fait, ils apprennent en fonction d'eux. Mais bon, ça m'enlève pas la tête que c'est quand même un handicap. Hein. J'ai fait très attention pendant le virus parce que moi j'avais pendant le Covid, enfin je fais toujours très attention parce que j'ai surtout pas envie de perdre l'odorat et le goût. Aujourd'hui, on ne sait pas la portée de ce virus. Certains retrouvent l'odorat et le goût, mais est-ce qu'ils le retrouvent à 100%? Est-ce qu'ils ne le retrouvent pas qu'à 90 ou 95? Ça, ils le sentent pas les gens. Et moi, ça m'effraie. Donc, je veux surtout pas prendre le moindre risque. Donc, je suis assez psychorigide là-dessus. Ça m'amène une question, c'est les chirurgiens, ils assurent leurs mains. Toi, t'assures ton nez et ton palais? Non, mais les critiques de vin le font. Ils assurent leur palais et leur nez. Le plus célèbre d'entre eux, Robert Parker, 1 million de dollars d'assurance pour son nez. Non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est un outil de travail capital. Hein. Sans ça, je peux pas travailler. Donc, T'as un rhume, t'as le nez mais bouché, t'es en chômage technique, non? Enfin, j'en sais rien, moi. je fais semblant. Non, en général, je prends les vins que je connais. Parce que je me faisais aussi une autre réflexion, c'est qu'on dit souvent que le palais et le goût changent avec l'âge. Exact. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un âge limite ou est-ce que tu pourrais faire comme Beethoven qui a composé même sourd? Est-ce que c'est un métier finalement où tu as tellement de techniques que tu finirais par pouvoir exercer ton métier sans odorat? Je pense que sans odorat, si pour quelque raison que ce soit, un accident ou autre, je perds, je pense que je peux m'en sortir. Parce qu'on a des automatismes de terroir, de région, de cépage, de vignerons. Alors après, les nouveaux millésimes, on pourra jamais les goûter, mais grosso modo, on est quand même à peu près dans les clous. On est moins précis évidemment, mais on s'en sort. On Oui, s'en d'où sort. l'intérêt effectivement d'avoir une équipe et avec un soin que tu apportes à la transmission, puisque demain tu Ah pourras bah oui, t'appuyer oui, oui, aussi sur oui. ton équipe, quoi. Ok, ok. Ah oui, oui. Une autre question, c'est quelle est la plus belle bouteille que tu aies portée dans tes mains? La plus belle bouteille que j'ai eue dans les mains, euh, hmm, je crois quand même que c'était un Porto, ah non pardon, c'était un Madère 1734. Là en fait j'ai eu l'histoire dans les mains. La bouteille que je touche, euh, bah, des gens de cette époque-là l'ont touché aussi. Voilà, c'est ça en fait qui m'émeut le plus. C'est cette sensation de se dire que le vin est aussi un témoin de l'histoire. L'autre jour, là, je racontais ça à un client. On avait un vin non identifié. Il y avait que l'année qui était gravée euh, et c'était écrit 1820. Vous vous rendez compte? On ne sait pas ce que c'est. Et de toute façon, on ne saura pas ce que c'est. Mais je dis, c'est quand même fou de savoir que bah, des, des gens du 19e ont pu toucher ça. On est quand même juste après la Révolution.
Enfin, c'est fou, c'est fou. Et, euh, et c'est ça qui est le plus émouvant. Les vieux vins aussi conseillent pour tout le monde ne jamais dévaluer un vin parce qu'il est vieux. Bon, il est vieux, il est passé, il est madérisé. C'est pas la peine qu'on l'ouvre. On a un vieux vin dans la cave du grand-père, à mon avis, ça vaut rien. Faux, parce que moi j'ai eu des claques au sens propre, presque du terme, par des vins, euh, et j'ai moi aussi fait la faute. Moitié Chandon, Champagne, hein, 1929. Bon, je me dis, là, effectivement, il n'y a pas de miracle. Hein. En plus, moitié Chandon, tout court, pas de cuvée, pas dans Pérignon, hein, tout court, 29, je me dis, il n'y a aucune chance qu'il y ait quelque chose dans la bouteille. J'ouvre, c'est prodigieux. Waouh. Alors surtout les vieux vins, quand on les ouvre, ils sont un peu fermés ou ils sont un peu timides, on sent rien, c'est pas grave. Il faut les laisser dans la bouteille, pas en carafe, dans la bouteille, ouvert, et repasser dans 1 heure ou 2, même dans 2 heures, plutôt qu'une. Et là, le vin va se révéler, parce que c'est comme si on demandait à un grand-père de se lever de son fauteuil et de faire un 100 mètres. C'est pas possible. Par contre, le 100 mètres, il va y arriver, mais il faut un peu de temps. Bah, c'est pareil pour le vin. Euh, il faut lui laisser le temps au temps, et après avoir passé des 75 ans, 80 ans en bouteille, bah, il faut lui laisser un peu de temps pour s'ouvrir. Je vais te proposer de parler alors tu les appelles, si je me suis pas trompée, mais les eaux de source aromatique. Enfin, je veux parler du saké. Ça m'a fait rire quand je t'ai entendu définir le saké comme ça. Le sake japonais, oui, oui. Concrètement, voilà, c'est donc cette rencontre que j'évoquais précédemment avec M. Kuroda, où, où, j'ai, où en fait, concrètement, c'est une boisson, une bière de riz qui se déguste comme un vin. Process fermentaire comme la bière. Et ensuite, bien sûr, la différence, c'est qu'il n'y a pas de boule, c'est pressé, c'est filtré, donc c'est transparent, et ça se déguste comme un vin. Et donc, le degré d'alcool, c'est effectivement entre, oui, c'est ça, 14-15 degrés, voilà, 14-15, 16 maximum. Donc c'est pas très fort. C'est une boisson qui est le reflet de 2000 ans d'histoire japonaise et qui est fascinante. Fascinante. Et quand j'ai découvert cette boisson à Paris, j'ai importé tout de suite au Peninsula pour la travailler avec le sommelier pour les clients. Première année, 2500 verres vendus parce que les clients m'ont suivi, ont succombé au charme du saké japonais. Ils ont appris quelque chose. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut que je partage ça avec tous les sommeliers de France. En tout cas, tous ceux que je connais à Paris et ensuite en France. Donc c'est pour ça que j'ai créé un concours de saké japonais. C'est une boisson extraordinaire qui est le reflet voilà, de la délicatesse japonaise, de l'élégance japonaise, et qui fait partie vraiment des boissons les plus gastronomiques au monde. Avec le vin, j'en suis sûr, côte à côte. Et d'ailleurs, tu C'est certain. m'expliquais au téléphone la première fois qu'on n'avait pas forcément la bonne vision du saké, Ben puisque non. on a, c'est celle que j'avais d'ailleurs, hein, puisque pour moi, c'était un alcool extrêmement fort. Et quand j'ai vu les images des bouteilles de saké, c'est des bouteilles extrêmement élégantes, qui peuvent ressembler d'ailleurs à des Ouais, bouteilles de vin ou des bouteilles de champagne. c'est Enfin, ça, c'est c'était ça, pas du tout l'univers que je c'est ça. me faisais. Je t'imaginais, ouais. Mmh mh. On a l'habitude de goûter le saké dans les restaurants asiatiques, tu sais, populaires, avec ce Oui. distillat infâme de 40 degrés qui brûle l'œsophage. Et ça, c'est du saké chinois. En fait, le problème du mot saké, c'est que saké, ça veut dire alcool en Asie, et ça veut tout dire. Bière, vin, cidre, cognac, tout ce que tu veux. C'est le symbole saké. Et en fait, les Chinois, bon, bah, l'appellent légitimement saké, hein, mais les Japonais aussi, donc du coup, ça crée un micmac pas possible, alors que c'est pas la même chose du tout. On parle bien de saké japonais maintenant. L'AOC date de 2015, c'est quand Oh, même c'est très aberrant récent, quoi. d'avoir Oui. attendu, c'est très récent, alors que ça a 2000 ans d'histoire. Mais ils ont attendu 2015 pour l'officialiser et le légiférer. C'est quand même incroyable. Donc oui, c'est bien fermenté et c'est très délicat. Donc si les Japonais peuvent le boire, c'est que c'est vraiment très fort, rassure-toi. Et qu'il ne boit pas beaucoup d'alcool. Tu organises un concours, enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà. À quelle fréquence? Avec qui? Qu'est-ce qui s'y passe? Et cetera. Voilà, chaque année, donc j'ai voulu démocratiser cette boisson qui peut donc
méconnus, même dans la profession de sommelier, pour leur dire, vous avez une option de créer l'émotion avec vos clients, avec cette boisson. Donc venez déguster les sakés. Donc concrètement, ce que j'ai fait, j'ai monté une association, Kura Master, Kura Master, il y a un site internet, etc. Et en fait, je me suis appuyé sur des gens qui importaient le saké en France pour qu'ensemble, on crée ce concours et que je puisse faire un appel au Japon pour dire, voilà, envoyez vos bouteilles, je les ferai déguster à la première année, c'était 60 sommeliers français des grandes maisons que j'ai appelés. J'ai pris mon téléphone et je leur ai dit voilà, j'organise ça, est-ce que ça t'intéresse de venir? Je paye tous les transports et tous les hôtels. Donc ils se disent ok, on va essayer. Hein. La première année pas convaincu, ils sont venus et tous ont adoré. On dit c'était incroyable, on a appris tellement de choses. Et de l'autre côté au Japon, il y a 300 sakés, enfin 300 maisons de saké qui m'ont suivi. Donc au Japon, il y a 1150 producteurs. Et donc voilà, on a apporté par bateau, etc. C'était assez fabuleux parce que j'ai dû aller chercher les bouteilles au Havre avec les dockers pour récupérer ma palette de saké et la ramener à Rungis au frigo pour le concours qui a lieu chaque année fin mai. Et donc l'année d'après, on goûte ces sakés japonais sur des critères en fait de dégustation de vin en fait, hein, pour dire aux Japonais voilà, les sommeliers français ont désigné tel et tel saké avec une très bonne note, donc médaille d'or, etc. Donc chaque année, il y a un palmarès qui part au Japon et ils sont très heureux de pouvoir lire ce palmarès et d'ensuite se prendre au jeu parce que quelque part, depuis des années et des années, les Japonais nous suivent et nous font confiance et ont hâte de découvrir de nouveaux palmarès. Mais c'est vrai que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je trouve que toi, tu fais découvrir aux sommeliers français des nouvelles enfin des nouvelles associations possibles. Donc, tu fais découvrir un nouvel alcool. Et de l'autre côté, j'imagine que pour les fabricants de saké, avoir l'aval de sommeliers français avec la France, avec tout ce que ça implique en termes de gastronomie et de réputation, j'imagine que c'est pour eux quand même un immense honneur, quoi. Oui, parce que les médailles qu'on leur procure ensuite, elles sont bleu, blanc, rouge, donc ils peuvent les utiliser chez les cavistes japonais hein, qui vendent les bouteilles de saké. Et ça a un impact fou parce qu'en général, c'est sold out au bout de 15 jours. Donc oui, effectivement, c'était dur de lancer parce que ils savaient pas trop où je voulais en venir. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a près de 850 sakés. Donc sur les 1150 producteurs, donc l'extrême majorité maintenant envoie des échantillons chaque année. Et on est maintenant 130 jurys. Donc c'est fabuleux parce que maintenant les sommeliers reviennent, pratiquent le saké dans leur restaurant. Et c'est merveilleux parce qu'effectivement, on découvre une boisson qui est extrêmement complice, qui permet de créer beaucoup de surprises pour nos clients. Et voilà, on a gagné. Donc Ouais, ça, c'est c'est fabuleux. vraiment super. Alors, tu le dis pas, mais j'ai cru lire quelque part que tu as été nommé saké samouraï. Et donc Oui, effectivement, oui. c'est une très haute distinction, hein, dans le monde du Oui, saké. J'imagine que oui, ils doivent t'adorer là-bas parce que forcément, ils doivent vachement apprécier quand même la démarche. oui, oui, c'est sûr que ce titre m'a été remis il y a quelques semaines en réalité. Et c'est effectivement la plus haute distinction dans le monde du saké au Japon. C'est remis par l'Association nationale des brasseurs de saké et l'ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO. En fait, c'est eux qui se réunissent en commission, donc il y a les représentants de l'association et l'ambassadeur. Et en fait, il y a une liste de 3, 4, 5 noms chaque année dans le monde entier. Donc, 95% de japonais, hein, bien sûr, qui sont nommés Seike Samurai, en fait, comme reconnaissance de leur, voilà, c'est le terme hein, qu'ils utilisent, mais de leur maîtrise et de leur connaissance exceptionnelle de la boisson. Voilà, c'est la phrase qui est citée. Et en fait, ça équivaut un petit peu, si tu veux, à la Légion d'honneur, si tu veux, mais agricole, tu vois.
Bah, attends, rien que C'est le un peu mot ça. samouraï, quand même, ça fait vraiment rêver. Je sais, Bah oui. quand tu vas dire ça à tes enfants, ou en tout cas quand ils seront à l'âge de pouvoir faire des parallèles, tu dis papa est samouraï, je trouve que vraiment ça en jette pas mal quand même, hein. Ah, Donc, c'est un immense honneur. ouais, je veux Un bien immense croire. honneur. Ouais, ouais. Et puis tu avais tenu un discours et je trouve que c'est, quand on s'était eu au téléphone la première fois, en fait, autour du rayonnement français, de cette culture française et de cette fierté qu'on doit avoir de ce que la France est capable de produire. Et je trouve que tu participes, en fait, via ce type de concours à ça. On a tendance à l'oublier et à perdre ça de vue, mais on est bel et bien un modèle pour beaucoup de choses. La France est reconnue, elle est écoutée dans la gastronomie bien sûr, et pas que. Le but, c'est vraiment de dire que n'oublions pas que tout part de la France et que l'impulsion que peut donner la France dans le monde, elle existe, elle est bel et bien là. C'est pas une lubie. Par exemple, les Anglais ou les Américains vont voir que si les Français s'intéressent au saké, c'est peut-être que il y a quelque chose. On ne sait pas. Mais c'est pas normal que les Français s'y intéressent. Tu vois ce que je veux dire? Pour, terminer un petit peu et pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu peux me dire toi ce que tu préfères faire dans ton métier? Quelles sont tes plus grandes joies ou tes plus grandes fiertés, on va dire? Est-ce qu'il y a une phase aussi, que tu préfères entre la découverte, la création de cartes, la relation client? Ou bien est-ce que tu aimes tout? Oui, moi j'aime tout plus ou moins, mais c'est vrai que de lire l'émotion dans le regard des clients, ça c'est la principale récompense tous les jours, ça c'est certain. Et puis ensuite c'est l'idée d'être curieux, de chaque jour découvrir de nouvelles choses parce que c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Euh, Aussi être redevable de par ces vignerons qui nous suivent depuis très longtemps. Les vignerons qu'on va chercher, on les voit grandir, c'est une satisfaction aussi de se dire qu'on était les premiers restaurants à acheter ces vins il y a 10 ans, aujourd'hui c'est des stars. Ouais, tout ça c'est fait partie des satisfactions. Mais voilà, c'est le principal, c'est vraiment de lire la satisfaction dans le regard des clients. C'est le plus important. OK. Tu parlais de transmission aussi à tes équipes, que Voilà, même si tu es jeune, ouais. hein, pour parler de ça, je trouve, quand tu dis, on n'est pas irremplaçable, donc il faut, voilà, faut faire grandir Ouais, mais les tu gens. sais, l'espérance de vie des sommeliers, elle n'est pas si longue que ça, hein. Ah bon? Euh, Tu évoquais, je parle pas de Non, non, la vraie espérance de vie, ah non, je te le souhaite pas, je te le quoique, non, non, je te le quoique il peut y avoir un lien de cause à effet avec le vin, la boisson, mais je parlais parce que ça use. On a vu les horaires qui étaient assez lourdes, assez conséquentes, et la vie de famille aussi qui prend de la place. Donc grosso modo, à la quarantaine, tu dois faire un choix. Bah, si tu veux rentrer tous les soirs à 1 heure du matin, eh oui. les enfants grandissent et toi t'es pas là. Tu vois, les dîners, les bains, ça peut paraître bête, hein, mais tout ça c'est des détails et qui au final ne sont plus des détails. Donc effectivement 40 ans pour moi c'est la. Il y en a qui vont au-delà, hein, euh, parce que ils ont dû trouver un équilibre familial qui marche bien, mais ça demande évidemment un sacrifice de la part de la famille, c'est certain. Donc voilà, beaucoup à 35 ans, entre 35 et 40 ans, mettre le clignotant, entre guillemets. Si tu veux, nous, notre carrière commence à 20 ans, elle s'arrête à 40, quoi. Il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, et après on fait autre chose. Grosso modo, hein. Pas forcément, hein. Peut-être que moi j'irai au-delà, hein. Peut-être que je vais tenir toute ma carrière dedans, je sais pas, hein. Mais, euh, mais là, en moyenne, je fais partie de la deuxième partie de carrière, on va dire. Donc il faut réfléchir. Voilà, c'est ça et tu te dis, que tu resteras forcément dans le monde du vin, ou tu pourrais complètement faire un virage à 3000. Si tu, alors c'est ça qui est top, c'est qu'effectivement j'ai jamais calculé. Euh, j'avais cet objectif d'être dans un palace chef sommelier, mais j'ai jamais vraiment calculé ça, comment j'allais y arriver en fait. J'ai toujours laissé faire. Ça a été des rencontres, donc il est fort probable quand même que je reste dans ce métier longtemps, jusqu'à ce que, enfin, tant que je puisse en tout cas, physiquement et familialement, et avec la famille, mais aussi dans le vin, ça c'est certain, ça c'est sûr. Il y a trop de liens, il y a trop de passé, je peux pas faire, à moins que, je sais pas,
je change complètement, mais ça m'étonnerait. Mais ça, on sait jamais. Ok. Alors, quel conseil tu pourrais donner à des gens qui veulent faire ce métier en termes de quelle qualité, quel parcours, enfin voilà, quel conseil? Il y en a un premier, c'est l'essentiel, c'est la passion, mais vraiment la passion parce c'est long. Ça prend à peu près 5 ans minimum pour maîtriser un petit peu, mais c'est la passion parce qu'il y a beaucoup de choses théoriques à apprendre. Et avec la passion, en fait, on s'amuse. On prend ça pour un jeu, donc c'est super. Donc c'est ça, et puis ensuite, être curieux, c'est la qualité première du sommelier. S'il n'est pas curieux, il va vite tourner en rond parce qu'il va être dans les grands classiques. Et les classiques sont pas si nombreux au final. Il y en a quand même pas mal, mais c'est pas l'infini. Donc c'est être curieux et être généreux. Ça c'est certain. Il faut avoir l'empathie, l'envie de donner, parce que malgré tout, on donne aux clients. C'est-à-dire que moi, ça me coûte. Le soir, je suis fatigué parce que j'ai donné du sourire, de l'énergie. Je fais pas la gueule quand je fais le service. Donc, même si je suis fatigué, on sourit et tout ça, ça coûte de l'énergie. Donc, faut être généreux dans l'effort, si j'ose dire. Bon, écoute, sauf si on a oublié tout un pan de ton métier que tu souhaiterais partager aujourd'hui, est-ce On que... a fait un large tour, je pense, et j'espère qu'en tout cas ce métier est un peu plus clair pour tout le monde et que voilà, ça a peut-être permis aussi de baisser des frontières ou d'abaisser des idées reçues, des préjugés sur ce métier qui est un peu parfois inaccessible, mais qui au final avec la passion est tout à fait. Et donne envie clairement de plonger dans ce monde-là. Ça, je te le confirme. Je te remercie énormément C'est pour tout le gentil. temps que tu Merci m'as beaucoup. consacré. Est-ce que juste avant de se quitter, s'il te plaît, tu pourrais me lancer le défi de partir à la découverte ou à la rencontre d'un nouveau métier? Est-ce que tu as pu y réfléchir? Alors oui, la passerelle serait, et on l'a évoqué ensemble, d'aller voir un nez d'une grande maison de parfumerie. Et là, je pense qu'on va avoir un univers passionnant qui va s'ouvrir. Et tu auras une conversation, j'imagine, très enrichissante. Avec grand plaisir, super. Et ben ça va être un beau challenge. Merci, un grand merci Xavier. Et puis je te souhaite une bonne fin de séjour au Japon et puis surtout une belle C'est gentil. réouverture. Oui, qu'on espère le plus tôt possible. Ouais. À bientôt Xavier. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que vous aurez autant savouré cette interview que moi. Si vous voulez suivre toute l'actualité de Xavier, vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, bien sûr, et également sur le compte de son concours de saké, Cura Master. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!